Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Pour Vladimir Poutine, les événements tragiques en Israël sont un exemple de l'échec de la politique américaine au Moyen-Orient. Alors la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, eux, affirment qu'ils soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre. Vladimir Poutine, lui, souhaite la création d'un État palestinien. La Chine, elle, se veut neutre dans ce conflit. Et les États-Unis, tout en soutenant Israël, aussi soutiennent certaines politiques en Iran, par exemple. Alors le conflit israélo-palestinien rebat-il les cartes de la géopolitique au Moyen-Orient? Pourquoi les Américains ont des alliés qui semblent contradictoires? Pour en parler, nous sommes avec Randy Yaloz. Bonjour Randy Yaloz. Bonjour, enchanté, merci pour votre invitation aujourd'hui. Mais merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes président du Parti républicain américain en France. Et alors d'abord, je voulais vous parler d'un événement que vous faites donc en novembre. C'est bien ça que vous organisez? Oui, exactement. Nous faisons un événement, un grand événement le 10 novembre. Ça s'appelle le Worldwide Freedom Initiative, qui aura lieu le 10 novembre, qui va rassembler des grandes personnalités de droite et du centre qui vont discuter des sujets qui concernent des pays. On aura Monsieur Nigel Farage, on aura Monsieur Zemmour, on aura aussi Monsieur Orban, qui est pas le premier ministre hongrois, mais le numéro 3 du gouvernement hongrois qui va venir à notre événement. On aura le gouverneur Noam des États-Unis qui est considéré être le futur vice-président sur la candidature de M. Trump en 2024 qui va aussi être parmi nous ces jours-là. On aura aussi les congressmen Johnson qui va participer. On aura les PDG des Truth Social. On aura des grandes personnalités du monde entier qui vont venir parler et participer à cette conférence importante qui parle des sujets qui concernent toutes les questions, que ce soit la liberté d'expression, la censure, il y aura le wokisme, il y aura les questions d'immigration et l'éducation, la culture, et également il y aura les questions sur quels sont les défis pour les mouvements citoyens. On va parler avec les mouvements, les leaders du convoi de la liberté au Canada. Ils vont être avec nous, les fermiers et les agriculteurs, les grands leaders du mouvement en Hollande qui s'est passé. Elle va être là pour parler aussi de leurs défis. Il y aura aussi la plus grande association de parents d'élèves aux États-Unis qui lutte contre le wokisme, qui va aussi parler de leur lutte aux États-Unis et leur succès, leur victoire devant les tribunaux aux États-Unis pour protéger les enfants et l'éducation par rapport à cela. Donc, on a vraiment des grandes personnes et des personnages qui vont parler de toutes leurs... Et aussi deux directeurs de campagne de M. Trump qui vont venir aussi. Quelles sont les clés de succès pour mener une campagne politique de la droite? Parce que c'est qui va venir parler de ces sujets-là, c'est qui sont importants pour l'avenir et savoir. Et on invite, et c'est ce qui est important, c'est qu'il pas va dire qu'il s'agit juste d'une conférence. J'ai invité des personnalités du centre, de la gauche pour participer et débattre avec nous. Alors, pour le moment, je ne dis pas leur nom et j'attends leur réponse et c'est toujours une grande ouverture de notre part et je souhaite, s'ils écoutent, de venir à notre conférence et partager leur point de vue. Comme moi, je le fais toujours sur le plateau, sur des médias des gauches. Je demande à les politiciens des gauches de venir nous joindre pour parler de ces sujets-là parce que ça fait partie du débat politique et c'est très sain pour la société civile dans laquelle on est tous. Et surtout en ces moments difficiles qu'on se trouve aujourd'hui à débattre calmement, sereinement. C'est ça la démocratie. Alors, juste une question pratique pour s'inscrire, comment on fait? C'est sur le site internet? Voilà, il faut s'inscrire. C'est sur le site pour avoir plus d'informations. Ça s'appelle WFI2023.org. Encore WFI 2023.org. Je remercie encore, .org. Et que, voilà, je vous invite tous parce que les places sont limitées. Voilà, c'est quelque chose qui est première fois que le Parti républicain organise une telle conférence à l'étranger et c'est la première qui s'annonce pour les années à venir et on espère que vous soyez nombreux pour nous joindre
Et en tout cas, il y aura une live stream, ça veut dire il y aura un direct aussi de là-bas de la conférence pour toute la journée. Donc, on a une chaîne YouTube qui va aussi diffuser la conférence toute la journée. Ça s'appelle WFI TV, qui va diffuser aussi l'émission toute la journée pour cette conférence. Donc, en tout cas, vous pouvez nous joindre en personne, soit sur place pour vous inscrire. Et encore merci pour votre accueil aujourd'hui, monsieur. Eh ben, je vous en prie, Randy Yaloz. Alors, je vous propose qu'on parle aussi évidemment de ce qui se passe au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine, et notamment le président russe Vladimir Poutine qui aujourd'hui a expliqué que les événements tragiques qui avaient lieu en ce moment en Israël étaient un exemple de l'échec de la politique américaine au Moyen-Orient. Alors, pourquoi vous pouvez nous expliquer pourquoi Vladimir Poutine dit ça aujourd'hui, en quoi les Américains auraient une responsabilité dans ce qui se passe en Israël aujourd'hui? Il y aura une certaine part de responsabilité. On ne peut pas mettre toute la part, mais il y a une part de responsabilité de l'administration Biden, et ça remonte à l'administration Obama surtout, qui a permis le régime au régime iranien, c'est un État terroriste qui sponsorise des activités terroristes à travers le monde, qui déstabilise le Proche-Orient et mène des actions à travers la planète, et aussi finance le Hezbollah, qui est un des plus grands cartels de la drogue dans le monde aussi, pour financer leurs activités. Donc, on connaît toutes les activités du régime de l'Iran. Alors, ce qui s'est passé pendant l'administration Obama, c'est qu'ils ont permis de mettre en place un accord sur le nucléaire et lever le gel qui a été mis en place sur plusieurs dizaines de milliards d'actifs et aussi des liquidités qui ont été gelées depuis la Révolution. Ça veut dire depuis les années 80, 81 à l'époque, et que l'Iran n'a pas eu accès à cet argent. Ils ont libéré cet argent, et à partir de ce moment-là, on a tout ce qui se passe en Proche-Orient, l'ISIS, la guerre au Yémen, la Daesh, et on a en Irak. Je veux dire, toute la région part en feu et en cendres. C'est la même chose avec le Hezbollah aussi. Il y avait une guerre qui était menée tout de suite à cette période-là contre Israël. Et on revient aujourd'hui, et c'est pourquoi la question vient, c'est quel est le rôle de cette politique étrangère dans la continuité de M. Obama, c'est M. Biden. Alors justement, on reviendra là-dessus, mais moi je voulais comprendre pourquoi les États-Unis, qui sont tout de même, depuis toujours en conflit avec en tout cas les États arabes, pourquoi aujourd'hui ils décident notamment de soutenir l'Iran? Quels sont les intérêts à ce moment-là de faire ça? L'intérêt de soutenir l'Iran, vous savez, la politique américaine, et je trouve sa politique sous Obama et sous l'administration Biden était tellement renforcée, c'est de créer un effet de levier qui était dans le Proche-Orient. Ils se sont estimés que les Saoudiens et aussi, dans un certain mesure, leur allié Israël est devenu très fort. Israël, c'est le seul pouvoir nation qui dispose d'armes nucléaires dans la région. Il y a une course par l'Iran pour l'arme nucléaire en ce moment, mais en même temps, avec l'accord qu'ils ont mis en place, ils ont permis au régime iranien d'avoir l'arme nucléaire qu'ils ont déjà dit qu'ils allaient utiliser contre l'État d'Israël. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons une administration qui finance d'un côté une activité pour essayer de créer une sorte de rééquilibrage dans le Proche-Orient. Parce que ce qui se passe à l'époque, les Américains n'ont pas du tout apprécié, après la révolution en Iran des années 40, les Américains, les 70 avec la révolution, n'ont pas apprécié la politique de l'OPEC et l'Arabie saoudite contrôle et monte les prix du pétrole, etc. Donc, en même temps, il y a toute cette problématique. Il y a au Proche-Orient, c'est le pétrole, la politique du pétrole avec l'Arabie saoudite et aussi Israël. Alors aujourd'hui, c'est très étrange qu'on trouve sur le point d'avoir une normalisation des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et Israël qui était sur le point de se passer il y a une semaine, 10 jours. Je veux dire,
ça laisse s'annoncer. Il y avait des visites par des dignitaires israéliens en Arabie Saoudite, et tout d'un coup, on a une attaque par un proxy de l'Iran qui a déjà voyagé, qui a fait un voyage, qui a obtenu le feu vert, parce qu'il y a 3-4 semaines, le leadership à Damas est passé en Iran déjà pour avoir le feu vert par rapport à cela. Et en même temps, nous voyons aujourd'hui que toutes les relations sont gelées maintenant avec l'Arabie Saoudite, qui va être mis en difficulté de poursuivre cette relation de normalisation avec Israël, compte tenu de la situation aujourd'hui en Israël avec l'attaque terroriste qui s'est passée dans le sud d'Israël et que l'offensive qui sera lancée par Israël. Donc, en même temps, pourquoi vous me demandez les contrariétés qui se mettent en place, il y a une enquête qui a été ouverte hier au sein du Congrès américain l'administration Biden poursuit des négociations sur le nucléaire en secret avec l'Iran. Donc, et il y a quelques semaines, il y avait des liquidités, 6 milliards de dollars qui étaient bloqués dans une banque de Corée du Sud. Et là aussi, cette gel a été levé en échange de quelques citoyens américains. On sait bien que c'est pas la raison pour laquelle pour 6 milliards de dollars, et ils ont dit et expliqué l'administration Biden que ce sera que pour l'usage et des besoins humanitaires. Et ensuite, il y avait une chaîne américaine qui a fait un entretien avec le président Khamenei sur la question des 6 milliards il y a 2 semaines, quand il avait dit que l'argent sera libéré. Ils ont demandé qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent. Il a dit clairement, cet argent nous appartient, nous ferons comme on veut et selon nos besoins. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Oui. Et le leader d'Hamas vient de confirmer il y a 2-3 jours que l'Iran a aidé dans la planification, dans la logistique, dans le matériel de tout ce qui a été mis en place pour l'attaque meurtrière qui a eu lieu ce week-end en Israël. Aujourd'hui, on voit aux États-Unis les médias des gauches qui essaient d'expliquer que ils en parlent, mais ils n'en parlent pas beaucoup, mais aussi ils essaient de dire que l'Iran n'a pas été au courant de cette attaque. Oui. Oui. Le New York Times vient de tourner en dire qu'ils étaient même surpris par l'attaque d'Hamas. Je trouve ça assez drôle. Parce que Randy Gallows, ce que vous nous dites quand même, c'est que l'administration Biden, indirectement, en tout cas en aidant l'Iran, a participé à financer le Hamas et potentiellement l'attaque qui s'est déroulée le week-end dernier. Écoutez, je veux dire qu'ils leur donnent les moyens financiers pour mener leur guerre, parce que quand on sait bien il n'y a pas d'autres moyens, c'est comme la question en Ukraine et aussi comme les talibans, ils disent qu'il y a des armes américaines qui s'est trouvées entre les mains d'Hamas. Il y a 2 moyens qu'ils ont obtenu des armes américaines. Et c'est ce qu'ils disent au sein du Congrès aujourd'hui. Il y a une enquête qui est ouverte au sein du Congrès américain par les républicains, encore par les républicains. Ils disent soit c'est venu par les 8 milliards de dollars en armes qui ont été laissés par Biden et son administration quand ils ont quitté l'Afghanistan. Au lieu de détruire les armes, ils ont laissé ça entre les mains des talibans. Soit il y avait un transfert d'armes vers la Hamas via l'Iran, bien entendu, parce que ça n'aurait pas pu être sans l'aide de l'Iran. Soit, comme on vient d'indiquer, il y a des rapports par le Congrès américain que 50% des armes qui sont livrées à l'Ukraine sont ensuite distribuées et vendues à l'étranger pour un commerce illicite d'armes, que ce soit, et ça aurait pu passer directement à la masse via l'Ukraine. Et c'est pourquoi il a renvoyé M. Zelensky, son ministère de la Défense, parce qu'il y a une vraie corruption au niveau de l'Ukraine. Et il y a des rapports qui disent entre 30% jusqu'à 50%. Nous disons déjà au sein du Congrès que 50% des armes et des aides militaires qui sont fournies disparaissent dans la nature et qu'ils se retrouvent dans tous les champs de guerre partout dans le monde. Et ça, c'est évidemment inacceptable. Merci Randy Gallows. Évidemment, on continuera à suivre ce qui se passe en Israël avec vous. Et puis, on va évidemment suivre aussi ce que décidera l'administration Biden. On a parlé notamment de ce porte-avions qui est en mer Méditerranée et qui pourrait notamment aider l'armée israélienne. Je rappelle aussi votre événement le 10 novembre. Donc, toutes ces rassemblements de personnalités de droite, vous en avez cité Farage et puis notamment Éric Zemmour. Voilà, et c'est disponible. Vous pouvez vous inscrire à cet événement sur le site wfi2023.org. Merci Randy Gallows et à très vite.